Depuis une quarantaine d'années, les hostilités ont cessé dans la péninsule indo-chinoise. Les combattants ont été remplacés par des touristes. En grande partie, ils viennent d'Asie, mais aussi d'Europe et notamment de Bretagne. Nous avons accompagné une vingtaine d'entre eux, depuis la baie d'Along, ici autour de moi, jusqu'à Saigon, en passant par les temples d'Angkor au Cambodge. Nous avons été à l'écoute de leurs impressions. Ce sont des carnets de voyage que nous vous proposons aujourd'hui. La baie d'Along nous est désormais familière grâce au film de Régis Varnier, Indochine. On embarque sur une jonque à Bae Chai ou Hong Gai, station balnéaire où le général Giap, héros de la guerre d'indépendance, venait passer ses vacances. Le site, qui signifie descente du dragon, est composé de 2000 îlots dont les cimes se dressent vers le ciel et s'étalent sur des centaines de kilomètres. Selon la légende, ces îlots furent créés par la queue du dragon qui, poursuivant des pirates, aurait déchiqueté la montagne. Ce lieu magnifique où les falaises envahissent la mer reste la plupart du temps enveloppé par les nuages. Durant la guerre, dans les années 50, de nombreuses grottes servaient de cache aux combattants nord-vietnamiens. Classée au patrimoine mondial de l'humanité, la baie d'Along abrite aujourd'hui des pêcheurs dont certains vivent de la récolte et la vente de méduses. Sur la route du retour vers Hanoï, restée la capitale d'un pays dont les côtes s'étirent sur près de 2000 km du nord au sud, il y a de nombreux ateliers d'artisanat, de soie ou de céramique. Beaucoup de touristes asiatiques, friands de bijoux en jade ou de perles, se pressent dans les boutiques de souvenirs qui parsèment une route reliant la baie d'Along à Hanoï en 2 heures. Les rizières ont cédé la place à une continuité urbaine, d'où émergent parfois des marchés locaux faits de briques et de brocs, voire même des cimetières où viennent se nicher des potagers assurant une culture vivrière aux paysans. Hanoï la fière, celle qui résista à tous les envahisseurs, qu'ils soient chinois, on la voit ici célébrant le départ des Français, ou encore des Américains, n'a guère changé contrairement à Saigon depuis le début des années 50. Le klaxon règne en maître dans un chaos permanent où l'on roule toujours en cyclo-pouce et en scooter. Mais les petites échoppes continuent d'occuper les trottoirs, soit pour y vendre des brochettes ou des nems, soit pour faire sécher du riz ou du manioc. Au nord-ouest de la ville, la fièvre urbaine s'atténue, au bord du lac de l'Épée, ou lac des Amoureux, bordé de bancs publics. Les jeunes viennent ainsi se compter fleurettes avant le mariage, dans un pays traditionnaliste où l'on ne divorce pas. Mais là encore, il est marqué par la dernière guerre contre les Américains, laquelle prit fin en avril 1975 avec la libération de Saigon. Un peuple dur et résistant dont les nouvelles générations commencent à sortir des souffrances infligées aux aînés. Mon père, ma mère, ils se sont enfuis de la guerre à partir de 1954. Ils ont quitté le nord pour refaire la vie dans le sud. Et puis, après la libération de Saigon, nous avons dû quitter la ville, refaire encore la deuxième fois la vie au delta du Mékong. Avec les calamités naturelles, nous avons dû retourner à Saigon et nous avons refait la vie la troisième fois. Et puis, la levée de l'embargo américain nous a donné une chance pour changer la vie. Et de là, la vie a évolué jusqu'à maintenant. Vous voyez, maintenant, je m'habille bien, je me porte bien. La vie a changé. Maintenant, même les paysans, une pochette chacun est portable. Et c'est incroyable quand on voit un paysan qui repique en coloris et à un certain moment, il sort un portable pour parler avec ses enfants qui travaillent dans les usines, qui travaillent à l'école. Donc ça, c'est formidable. Un changement qui se voit très bien maintenant. Mais la fièvre consumériste n'efface pas les traditions. Avant le XVe siècle, il s'appelait le lac vert. Et au XVe siècle, nous avons combattu les Ming, M-I-N-G, grâce à la tortue qui nous a prêté une épée. Après la victoire, le roi vietnamien a restitué, a rendu l'épée à la tortue. Donc, à partir du XVe siècle, ce lac porte le nom de l'épée restituée.
Parmi les fêtes traditionnelles, celle du Tet marque la fin de l'année lunaire et le début de la nouvelle année entre fin janvier et mi-février. C'est la période où les âmes des morts reviennent sur Terre que le Viet Cong choisit en 1968 pour lancer sa grande offensive contre le Sud-Vietnam. Un jour crucial qui influence tout le reste de l'année, tout comme les caractères idéographiques et les préceptes de Confucius importés de Chine, dont la souveraineté s'imposa pendant des siècles. Mais il ne faut pas oublier le bouddhisme, comme le montre ce temple. Il s'ajoute au confucianisme et au taoïsme sous la dynastie des Dinh, succédant en 967 au Ngo. L'unité nationale fut consolidée par cette nouvelle religion qui, ajoutée aux autres, cimente toujours le pays. Ho Chi Minh, le docteur Ho, père de la nation, crée le Parti communiste indo-chinois dans les années 40 à Hong Kong. Son mausolée trône à 2 pas de la place Dien Bien Phu, associée à la défaite française, dans cette improbable cuvette où l'armée s'était enfermée, laquelle signe la fin de sa présence en Cochinchine, à Nam et au Tonkin. La maison de Paul Doumer, gouverneur de l'administration française de 1896 à 1902, incarne le souvenir de l'Union indo-chinoise. En 60 ans, lui et les colonisateurs qui lui succéderont en feront le 3e exportateur mondial de riz tout en réalisant 2500 km de voies ferrées et en créant la piastre indo-chinoise, des souvenirs que plusieurs de nos lecteurs bretons ont inscrits dans leur mémoire familiale. Alors mon arrière-grand-père est venu là, qui était né en 1848, est venu en 1870 sur un bateau de la Royale comme armurier. Il était déclaré en guerre, c'est sur son matricule, c'est resté inscrit. Son fils y est venu aussi par 2 fois, une fois 2 ans, une fois 3 ans. 2 ans dans le nord, à Hanoï, et il a fait ensuite 3 ans dans le sud, à Saigon. Donc sa dernière période était 1923, 1924, 1925. Et mon propre père y est venu en 1932-33. Voilà. Et moi, maintenant, aujourd'hui, mais en tant que touriste, alors qu'eux sont venus en tant que militaires. Je suis rentré dans la marine en 1954, juste après la chute de Dien Bien Phu. Et mon premier embarquement en 1956, tous les copains que j'ai eus rentraient d'Indochine. Et ils me parlaient toujours de la rivalité entre la marine verte et la marine blanche. Donc c'est-à-dire ceux qui combattaient sur le fleuve, sur les LCVP, et puis ceux qui étaient à l'escadre mouillés, et donc qui étaient toujours en blanc. C'est pour ça qu'on l'appelait la marine blanche. Et ça m'a toujours, ils me parlaient toujours d'un tas de choses, de leur congaille, de repos Cap Saint-Jacques, et des choses comme ça. Et moi, j'ai toujours eu envie de voir un petit peu le Vietnam et voir un peu ce que c'était. Donc c'est à peu près tous les souvenirs que j'ai, à part les souvenirs de films qu'on a pu voir sur la guerre avec les Américains, quoi. Nous quittons pour quelques jours le pays dont l'emblème est la fleur de lotus, avant de rejoindre Saigon, destination Siem Reap, l'une des 2 principales villes du Cambodge, avec Battambang, à 1 heure d'avion de la capitale Phnom Penh. L'occasion de découvrir la capitale de l'Empire Khmer, qui dura 500 ans, une merveille architecturale, longtemps laissée à l'abandon dans la jungle. Ça m'a émue parce que personnellement, il y a une si grande tranche de vie qui s'est passée, que j'ai mesuré le temps passé, et j'ai mesuré aussi l'évolution. Je revois cette allée des géants très nettement. Je revois ce grand fossé qui entoure Angkor Wat. Et oui, les éléphants qui étaient nombreux à l'époque et qui nous faisaient traverser ce bras de rivière, je ne sais pas comment il faut dire. Alors là, c'est vrai qu'il n'y avait plus que de la petite figuration, quoi, comparé à ce qu'on a connu. Et j'ai repris des photos des mêmes endroits pour que, en les juxtaposant, on retrouve. C'est là, au milieu de la forêt, que trônent les temples d'Angkor Wat, d'Angkor Thom et du Bayon, mis en valeur au début du siècle dernier par l'école française d'Extrême-Orient. André Malraux fut même accusé d'avoir pillé l'un d'entre eux. Ici, le bouddhisme est la religion officielle du pays. Après avoir été introduit sur le territoire au XIIIe siècle, alors que l'hindouisme régnait en maître.
À cheval entre ces deux religions, le Cambodge se situe au carrefour des deux géants que sont l'Inde et la Chine. À partir du XVIIe siècle, le temple d'Angkor Wat transformé le temple bouddhique. Voilà. Le temple de Bayon aussi, monument dédié au Bouddha, parvenu à la connaissance suprême. Fondateur de ce temple, Chayavarman VII, conçut ce temple au centre cité Angkor Thom et aussi de l'Empire Khmer. Monument à 54 tours, parce que les 54 tours de ce temple représentant les 54 provinces du royaume. Donc au départ, temple bouddhique, puis transformé temple hindou. C'est pourquoi beaucoup de statues de Bouddha sont martelées par les fanatiques hindouisme. Dans ce pays martyr qui voulait, sous l'égide du roi Norodom Sihanouk, se tenir à l'écart du conflit vietnamien, les sites d'Angkor longtemps négligés sont aujourd'hui fréquentés par 4 millions de touristes tous les ans. Ces touristes rapportent 200 millions de dollars par an, même si une grande partie est détournée pour cause de corruption. Jadis isolés, les temples sont aujourd'hui entourés d'hôtels qui jalonnent les rues de Siem Reap, dont la population a quintuplé. Les projets les plus choquants ont tout de même été stoppés par la communauté internationale. Quand les Français sont arrivés dans la région, vers les années 1860, le Cambodge allait disparaître puisqu'il était grignoté d'un côté par la Thaïlande, de l'autre côté par le Vietnam. Et la France a empêché finalement que le Cambodge disparaisse. Et c'est une véritable histoire d'amour qui est née entre la France, les explorateurs, les naturalistes et les temples d'Angkor. Et donc c'est grâce à ces Français que finalement aujourd'hui on a une connaissance très étendue de ces temples et que les Cambodgiens ont pu se réapproprier ce patrimoine qui était d'une certaine manière oublié. La communauté internationale, effectivement, en voyant ce joyau qu'est Angkor, s'est dit qu'il faut absolument le protéger, le restaurer. Alors que le gouvernement, à un moment, au début des années 90, était prêt à accepter un plan d'investissement malaisien. Ça serait devenu un Disneyland en quelque sorte. Il y avait un hôtel immense qui aurait été planté devant Angkor Wat. On aurait visité, il y aurait des miniatures d'Angkor Wat un petit peu partout. Et là, la communauté internationale a mis son haut là, a dit si vous voulez qu'on continue de préserver et de restaurer ce site, on ne va pas le gérer de la façon dont vous l'entendez et on va le laisser effectivement dans son milieu naturel et éviter qu'il soit détruit par trop de touristes et trop d'infrastructures nouvelles. Destitué en mars 1970 par Washington qui reproche à son pays de laisser passer les Nord-Vietnamiens par la piste Ho Chi Minh, Sihanouk est remplacé par le général pro-américain Lon Nol. Lui-même sera renversé par les Khmers rouges qui prennent le contrôle de la capitale en avril 1975, pratiquement au même moment que la chute de Saigon. C'est le début d'un génocide impitoyable qui fit 2 à 3 millions de victimes, soit le quart de la population. Conduit par Pol Pot, il est nié à l'époque notamment par le journal Le Monde. Il commence par l'évacuation de Phnom Penh de tous ses habitants. Envoyés dans les rizières pour être rééduqués en un homme nouveau, les Cambodgiens font alors preuve entre eux d'une cruauté à l'opposé de l'image de douceur qui les caractérise. Intellectuels, artistes, tous sont envoyés dans les camps de rééducation. Tout travail est interdit aux bonzes que les Khmers rouges ont renvoyés dans les rizières repiquer le riz. Seuls 1 millier d'entre eux sur 60 000 survivront d'ailleurs au génocide. Bien qu'il ait fait partie de l'Union indo-chinoise, le Cambodge, dont la population atteint 15 millions d'habitants, soit 7 millions de plus qu'avant le génocide, a toujours été écartelé entre la Thaïlande et le Vietnam, 6 fois plus peuplés. Des voisins si envahissants que les Cambodgiens bénirent le départ des Vietnamiens après 11 ans d'occupation, bien qu'ils les aient libérés des Khmers rouges. Apprendre à vivre, apprendre à survivre après le génocide Khmer rouge. Ils sont passés effectivement d'un moment d'horreur à un moment de guerre et donc ils n'ont pas eu le luxe
contrairement à certains, si on peut dire, de travailler sur la mémoire comme d'autres populations à travers le monde. Et aujourd'hui, c'est un pays qui est doté d'une capacité de rebond énorme et qui regarde plutôt de l'avant. C'est un pays extrêmement jeune. Il y a à peu près, je crois, à peu près la moitié de la population qui a moins de 30 ans et qui a envie de passer à autre chose que de regarder vers le passé, qui a envie de s'intégrer dans le concert régional, qui a envie de s'intégrer dans le concert mondial et effectivement qui est plus attiré par le dernier téléphone et la dernière voiture que de s'épancher ou de s'épancher sur ce qui s'est passé il y a maintenant 40 ans. Aujourd'hui, les Cambodgiens sont tournés vers l'avenir. Le devoir de mémoire est donc de moins en moins la priorité, d'autant que le pays reste très pauvre, surtout dans les campagnes. Plus grand lac d'Asie du Sud-Est, le Tonlé Sap est la mer nourricière du Cambodge, qui évolue au rythme des moussons et du niveau du Mékong. Bas, de février à juin, il se gonfle de juillet à novembre, sa surface et sa profondeur augmentent alors. Une véritable mer intérieure, très poissonneuse, le long de laquelle les familles vivent du produit de la pêche, dans de petits villages lacustres que l'on peut visiter et qui élèvent notamment des crocodiles. Le développement des piscicultures, la déforestation et l'accumulation des déchets n'en posent pas moins de redoutables problèmes en accélérant la raréfaction de la ressource en poissons. L'écologie n'est certes pas le point fort de ces pays. On the road again, retour au Vietnam, mais cette fois dans le sud où il fait facilement 10 degrés de plus. À Saigon, la corrompue qui traîne toujours son histoire et ses légendes de bordel et de fumerie d'opium, comme l'écrit le grand journaliste Olivier Todd dans son livre « Cruel Avril ». Un récit au scalpel de la chute il y a 40 ans de cette ville fiévreuse, grouillante et bruyante de 4 millions d'habitants. Todd qui écrit « Notre perception du régime de Hanoï frisait l'angélisme. À l'inverse, celui de Saigon était perçu comme celui du stupre. » Poussés par la guerre, beaucoup de paysans sont devenus non seulement domestiques, mais maçons, menuisiers, mécaniciens, tourneurs, électriciens. Les Chinois de Cholon, qui sont plus de 500 000, n'avaient théoriquement pas le droit de faire le commerce du poisson, de la viande, du tissu, des métaux, des céréales ou du riz. Mais grâce à des prête-noms, ils possèdent désormais des minoteries, des huileries, des conserveries, des quincailleries, des épiceries, de petits hôtels. Les Chinois sont réputés pour leur sens des affaires, leur solidarité et leur capacité à transférer des fonds à l'étranger. Ils se sont donc imposés, comme partout d'ailleurs, en Asie. Certains Bretons aussi se sont imposés, comme Michel Guillaume, le président de l'association Kerbrais avec qui nous avons déjeuné. L'association des Bretons Vietnam regroupe 200, un peu plus de 200 adhérents avec leurs familles, bien sûr, donc ça fait plus de personnes, avec également un volant de sympathisants d'à peu près d'un millier de personnes. Donc l'association organise des animations d'une façon mensuelle et régulièrement. Et donc à l'occasion de la Guelbraise est le point d'orgue de cette année de ces animations. Et donc cette année, nous allons avoir la venue du Bagat de Quimperlé avec la présentation d'un très large éventail de différents types de musique bretonne avec Jacques Le Souef et donc Alain Pennec qui sont des sonneurs qui viennent depuis déjà quelques années. Avec un groupe également, enfin ici on a nos groupes, puisqu'on a un groupe de jeunes Guyenili et donc un groupe de chant. Et puis mon groupe de musique s'appelle Langzhou et un nouveau groupe qui s'appelle Diolet Saigon et qui est un groupe uniquement composé de Vietnamiens qui jouent la musique bretonne. Le Vietnam présente d'énormes potentialités de commercialisation de produits, en particulier des produits de bouche et des produits agroalimentaires et avec des besoins de sécurité alimentaire. Et je pense que les Bretons sont quelque peu frileux dans l'approche de ce marché. Et l'association des Bretons est là également non seulement pour fédérer les Bretons et organiser des événements festifs, mais également pour soutenir éventuellement les Bretons qui veulent venir s'installer donc au Vietnam. Nous quittons Saigon et les regrets de Michel Guillaume qui rêve de se produire
au Festival des Vieilles Charrues. Saigon n'est que le premier district d'une agglomération d'une dizaine de millions d'habitants, couvrant 12 districts et appelé Ho Chi Minh Ville. Nous partons pour Can Tho, dans le delta du Mékong, dont le niveau baisse à cause de la multiplication en amont des barrages construits par les Chinois, ce qui pose des problèmes pour la croissance des poissons-chats, dont les Vietnamiens sont toujours friands. À 2 heures de trajet de Saigon, après avoir traversé des rizières tout au long de la route, nous arrivons à Can Tho, principale ville d'1 million d'habitants de la province du même nom. Plus aérée et moins trépidante que Saigon, Can Tho est une porte d'entrée sur le fleuve. Il faut découvrir en bateau les bras du Mékong au départ de cette ville qui se nourrit du commerce fluvial et reçoit de nombreux cargos de Hong Kong, lesquels déchargent des engrais et des produits manufacturés contre du riz, des bananes, des ananas et des crevettes congelées. La visite des marchés flottants se fait sur l'eau, ce qui permet de croiser pirogues, barques à rames et petits bateaux de pêche le long de la rivière dans une atmosphère pittoresque. Retour à terre et après une promenade en vélo dans des chemins de traverse au détour desquels nous découvrons un petit temple pieusement entretenu par ses riverains, nous arrivons dans cet orphelinat que le groupe Salin soutient depuis quelques années. Les enfants y dorment, mais vont à l'école tous les matins. Le groupe Salin Holidays, avec le réceptif local, on a essayé de faire des petits projets humanitaires dans la région du Mékong, où la vie n'est pas toujours en haut niveau comme dans les grandes villes. Donc on a choisi cet orphelinat pour faire quelques petits projets, par exemple aider à restaurer la cuisine, le plafond, les toilettes pour les garçons. Comme ça, on espère que ça améliore un peu la vie des petits-enfants ici, ceux qui ont perdu leurs parents ou ils ont une vie défavorable. Notre voyage se poursuit avec la visite de la maison ayant servi au tournage de L'Amant de Marguerite Duras. Et pour finir, nous évoquons avec une journaliste à Saigon depuis peu, mais originaire de Hanoï, les différences entre le nord et le sud du pays, ainsi que les mutations que traverse encore la société vietnamienne. Eh bien, nous sommes sur les bords du Mékong. Je suis avec Yuen, qui est venu vivre dans le sud depuis 3 mois. On se sent chez soi quand on vient du nord? Personnellement, non. Pour moi, c'est une nouvelle maison à découvrir. C'est un nouveau pays aussi. Géographiquement, c'est de l'extrême sud. Le climat est différent, les gens sont très différents. Ça commence par l'accent. Des fois, quand je parle, les gens ne comprennent pas. Ils me demandent de répéter et inversement. C'est très étrange. Il y a eu une forte répression à la fin de la guerre, quand le sud a été envahi par le nord. J'étais très petite à cette époque-là et j'ai entendu raconter des camps de rééducation. On va fêter le 30 avril prochain, le 40e anniversaire de la prise de Saigon, donc de la fin de la guerre du Vietnam, quand les Américains, qui en étaient partis dès 1973, en ont été définitivement chassés à travers le régime fantoche de Diem. Est-ce que la réconciliation nationale, dont on nous bassine un peu les oreilles depuis des années, est-ce qu'elle a vraiment eu lieu? Je ne vois pas les signes visibles de cette réconciliation. Il y a bien sûr la cohabitation entre le nord et le sud. Il y a un développement de tout le Vietnam. Est-ce que les gens sont réconciliés avec le passé? Est-ce qu'ils pardonnent à des gens de leur propre famille qui ont combattu de l'autre côté? Ça, je ne sais pas. Je crois qu'il n'y a plus de modèle aujourd'hui pour les Vietnamiens. On essaye d'être vietnamien, propre. Il y a des modèles économiques de développement, il y a des modèles. Après, les modèles, on peut les changer, on peut les casser, et puis les modèles se démodent aussi. Raconte-moi ce nom étrange et difficile à prononcer que je porte depuis que je suis née. Raconte-moi le vieil empire et le trait de mes yeux bridés qui disent mieux que moi ce que tu n'oses dire.
Je ne sais de toi que des images de la guerre. Un film de Eh bien, nous terminons ce périple au restaurant L'Indochine à Saigon, à côté de cette vieille traction qui était la voiture favorite des officiers français sous l'empereur Bao Dai. Des Français qui, maintenant que les effluves de la guerre se sont dissipés depuis bien longtemps, sont attendus, voire même espérés, ici au Vietnam.